Et bienvenue sur Tuto Palace. Donc aujourd'hui, la vidéo c'est sur IPTable. Donc on va commencer par se connecter au serveur, à la VM, au VPS à 3,50 € chez OVH. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo précédente. Donc on se connecte au serveur. Voilà, je vais sourcer mon fichier d'environnement. Et j'ai rien du tout. En revanche, voilà, je vais pouvoir faire un IP table, IP tables, hein, mais IP table. On va dire, on va franciser tout ça, IP table. Moins L, moins, alors moins L, en fait, si on regarde, voilà, là-dessus, j'ai en plus fail to ban. Fail to ban, je vais l'arrêter, je vais faire pour pas compliquer l'affaire, on va faire un sudo système ctl stop fail to ban. Voilà. Hop, je regarde iptable. Voilà. C'est moins compliqué, c'est plus tranquille. Et donc en fait, euh, on va y revenir. Pour l'instant, je t'ai fait une petite doc. Alors on va aller sur le navigateur et puis on va aller sur GitHub. Sur GitHub, on va pouvoir ajouter Tuto Palace derrière. Et là, hop, j'ai fait un super petit repository serveur Linux. On rentre dans serveur Linux. Et dans serveur Linux, là, il y a une petite doc. Il y a les fichiers de configuration. Donc, fichiers de configuration qu'on a déjà vu dans nos cours. Le fichier config dans la home de SSH. Le fichier SSHD avec aussi un petit laïus là pour mieux comprendre les fichiers de configuration et puis les options essentielles à modifier. Donc on revient sur conf, voilà, le fichier sudo earth, pareil, le petit laïus, puis si on enlève tout le petit laïus, il reste qu'une ligne, et c'est la ligne où on change l'utilisateur, voilà. C'est même précisé ici, remplacer le user. Donc tous les fichiers de conf sont là. Tous les fichiers de conf importants pour sécuriser son serveur Linux. Il y aura bientôt celui de fail2ban et iptable, c'est un petit script qu'on lancera. Donc iptable, voilà, c'est un petit script qui est ici. Je te le montre rapidement et tu vas mieux le comprendre par la suite. Il n'est pas très très long parce qu'on a commenté certaines choses, mais voilà, je te le remontrerai. On regardera ça par la suite, après la petite doc. Voilà la petite doc, il y a un petit tuto iptable que tu peux soit récupérer directement en allant lire le tuto et là, la petite flèche pour télécharger le fichier, soit télécharger l'ensemble du repository. Donc quand on est dans un serveur comme ça, il suffit, une fois qu'on a installé apt install git, hein, et ben, il suffit de faire un git clone et en fait on récupère un dépôt. Donc http https github.com slash tutopalace slash serveur Linux. J'ai mis ça comme ça, je pense, serveur Linux avec un L majuscule. Voilà. Quand on n'est pas sûr, on peut aussi aller directement à la base du repository, même à la base de Tutopalace, et là, pouvoir faire serveur Linux. Il y a un moyen de récupérer, voilà, code. Là, on a toute l'adresse, voilà. Donc on fait copier là, hop. Et puis voilà, si j'avais pas directement tapé tout ça à la main, j'aurais pu simplement faire un coller une fois l'avoir récupéré.
le point Git, il n'est pas essentiel derrière. Moi, je le mets pas, il n'est pas essentiel. Et là, toc, on va récupérer tout le serveur Linux. Ah oui, je sais pas si il y a une commande que je t'ai pas montrée qui s'appelle free quand on veut avoir une vue d'ensemble qui est pas mal. Et là, il n'est pas installé, c'est bien ce qui me semblait. apt install free, voilà comme l'arbre. Et là, eh ben, je vais regarder l'arborescence de ce que je viens de télécharger. Et je vois, voilà, une belle arborescence. Je vois que j'ai serveur Linux avec le script, avec les fichiers de conf et avec la doc. Voilà. Donc, allez, on continue. On va sur la doc et on commence iptable. Alors, ça, hop, mettre au max. Voilà. Alors, la formation iptable. Alors, le tuto iptable. Voilà. On va voir juste l'essentiel. Voilà. Comme je te l'ai mis là, iptable, juste l'essentiel. C'est-à-dire que iptable, ça permet c'est le framework. Dans la doc, ils disent framework du noyau Linux pour NetFilter. Faut aller voir le projet NetFilter. Donc il y a différentes petites choses à savoir. C'est qu'il y a déjà un remplaçant pour iptable qui s'appelle nftable. Donc si tu as vraiment envie de t'investir, faudra plutôt tabler et apprendre nftable. Mais on retrouve du iptable partout encore, hein, donc c'est pas déconnant d'apprendre du iptable. Sauf que voilà, si tu as envie de devenir un expert, il vaut mieux apprendre nftable tout de suite. Là, iptable comprend 4 tables nommées, voilà, Mangle, Filter, Nat, Hero, et nous, en fait, on va faire que la table Filter. Nous, on cherche à l'utiliser uniquement pour ouvrir ou fermer certains ports, pour avoir une politique de sécurité par défaut. On ne cherche pas à faire de la translation d'adresses, on ne cherche pas à marquer les paquets, donc on ne s'intéresse qu'à la table Filter. Voilà. Comment ça se passe? Alors, dans un premier temps, il va falloir taper 2 commandes. iptable flush, -F, grand F pour flush. Flush, c'est, je te le remontre là, j'ai un petit alias que je vais te montrer hein, pour pas taper toujours. J'ai un alias ipt. Voilà, ipt c'est iptable -L grand L -VN line number. Donc comme ça j'ai toutes les informations et du coup je peux tout voir. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que voilà, on est dans la table filter là, et on a 3 chaînes, input, forward et output. Voilà. Et donc en fait, quand on parle de tout enlever, iptable flush, là on a nos règles, 1, 2, 3, 4. Là on a nos règles, 1, 2, 3, 4. Donc nos rules, donc là il va supprimer en flush une à une toutes les règles. Le -X, c'est pour delete, remove, comme tu veux, toutes les chaînes. Donc là, input, forward, output. Mais pour ça, il faut qu'elle soit vide. D'où le -F, grand F pour le flush auparavant. Donc, ensuite, on continue et on a une politique par défaut. Donc, en fait, voilà. Une politique par défaut pour nous, on aura choisi, on peut choisir drop, on peut choisir reject, on peut choisir
accept, et ça c'est la politique par défaut. Donc ici pour input, output, forward pour nos chaînes. Forward, on va pas beaucoup s'en occuper, on va même quasiment pas s'en occuper. On s'occupe de ce qui rentre et on s'occupe de ce qui sort uniquement. Voilà. Et donc en fait, par défaut, on va mettre drop et on va tout ignorer, la politique par défaut. Donc en fait, voilà, on efface d'abord tout, et puis après, on remet notre nouvelle configuration. Et on commence par la politique. La politique, on refuse tout. Voilà. Donc, je vais te montrer un petit quelque chose. Là, la politique des chaînes, c'est la policy, c'est drop par défaut. Donc voilà, on efface tout. Et ensuite, on commence à accepter certaines règles qu'on va voir ensuite. Là, je te montre, je vais dans serveur Linux, bin, voilà. Je vais copier je vais faire une petite copie du IP table, fw2.sh, on va l'appeler. Voilà, tac. Et dans le fw2, fw2.sh, on va virer tout le petit laïus. Hop, 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 hop. On va virer l'install. On va garder ça, uniquement ça. On supprime tout le reste. On supprime tout. Voilà. On supprime tout. Voilà. Et là, on va modifier sur tout le fichier. On va substituer tout ce qui est drop par accept. Voilà. Donc tac. Et donc en fait j'enregistre. Donc en fait là, on va faire un flush, on va supprimer les règles. Et non, le flush c'est pour supprimer les règles, et on va supprimer après les chaînes. Voilà. Et puis après on va définir une politique. Si on mettait un drop partout sans règle, on n'aurait plus accès à la machine. Donc on va simplement définir du accept partout, juste pour l'exemple. Hein. Donc là, je vais simplement rendre exécutable mes deux scripts en faisant un +x fw et puis fw2. Voilà, donc je fais un fw2. Donc là, si je te remontre un IPT, on est vraiment comment dire, on est vraiment dans du drop, hein, voilà, avec quelques règles. Donc là, on va lancer l'exécution avec un petit sudo de fw2. Voilà, tac, on lance. Et ça y est, c'est exécuté. Et puis là, si je regarde IPT à nouveau, ça y est, on n'a plus de règles. Et puis, on n'a pas été déconnecté, coupé, parce que on a mis une politique par défaut avec accept. Voilà. Donc, tout ça pour montrer que, en fait, on exécute un script. Il y a plusieurs commandes à taper, et donc on va pas tous taper. Et mais même si on avait fait une faute, on peut en fait profiter de redémarrer la machine, parce que pour l'instant les règles elles sont pas encore fixées. Donc en fait, si je redémarre, là je retrouve mes anciennes règles en fait. Hein. Donc je te montre, on peut faire un reboot avec un sudo, c'est mieux, c'est ça. Voilà, donc il me déconnecte, et puis je vais tenter de me reconnecter après. Donc on continue, voilà. Alors une fois qu'on a fait la politique par défaut, on commence à autoriser un port. Il y a différentes façons d'autoriser un port ou plusieurs ports. Il y a IP table, -t filter, et ça c'est, comment dire,
Ça, c'est non obligatoire, en fait, hein. Ça, c'est, bref, j'ai oublié le terme. Euh, Ça, c'est au besoin, enfin bon, ça, c'est non obligatoire. Ouais. Comment dire? IP table. Donc là, si on l'avait enlevé, en fait, on a la règle du dessous. IP table. J'ajoute, -a, donc append, j'ajoute dans la chaîne input le port TCP, la destination du port 22. Voilà, le port de destination 22. Et je dis que, ça c'est pour la target, la cible, j'accepte. Voilà. Donc, ça c'est la façon d'ajouter un port. Autoriser plusieurs ports, c'est quasiment la même chose, sauf que, voilà, on dit, on ajoute, pareil, dans la chaîne input, le port TCP, mais on va faire un -m multiport pour dire qu'on va ajouter plusieurs ports en même temps. Donc on va ajouter le 53, le 80, le 443 et le 22. Voilà, je dis exactement ce que c'est, à quoi ça correspond ici. Donc on a le DNS, on a le HTTP, on a le HTTPS et on a le SSH. Et le SSH, bien sûr, il faudra le changer. Très important, il faudra le changer pour le masquer un petit peu et puis pour vous éviter 90 à 95% de tentatives de scan ou de passage en force là, de espèce de brute force avec des tentatives de connexion par nom et par mot de passe, même si vous avez activé la clé en fait, hein, la clé SSH. Donc avoir avoir quelques IP, 3, 4 IP maximum qui cherchent un petit peu sur votre machine contre 150 dans les moments un peu forts parce que vous êtes resté sur le port 22. Bon, vaut mieux changer le port. Voilà. Ça permet d'être plus tranquille un petit peu. Alors, une fois qu'on a ajouté des ports, ou même avant, il y a deux petites choses à ajouter. Il y a la boucle locale. La boucle locale, en fait, c'est l'adresse 127.0.0. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la communication réseau, mais en local uniquement. Quand vous avez par exemple un programme PHP du type WordPress qui utilise une base de données MySQL, il va contacter sa base de données en local, donc sur 127.0.0.1, ou deux points et le numéro du port, ou localhost, deux points, le numéro du port. Comme ça, c'est une sécurité, c'est en local, et la base de données, la plupart du temps, on fait en sorte qu'elle soit pas accessible de l'extérieur. La base de données n'est accessible que depuis l'intérieur du serveur. Voilà. Donc, on pourra activer tout ce qui est accepté, tout ce qui fonctionne en local. Par exemple, que nos programmes discutent avec une base de données ou autre chose. Il y a des tas d'exemples. Ensuite, il y a une notion d'état. Dans IP-table, NetFilter, en fait, on peut avoir une notion d'état. Donc les paquets, ils peuvent être dans différents états et les plus importants étant voilà new pour les nouveaux paquets ou établi ou en relation. Voilà. Donc en fait, en gros, on va accepter, hein, donc la target, on accepte que pour un état, et en particulier ces états-là, on accepte. Voilà.
ça c'est important parce que en fait, en gros, ça veut dire que la connexion, elle a déjà été faite. En TCP/IP par exemple, en TCP, bon, bah, en fait, si votre serveur fait une demande, par exemple apt, hein, tout bête, une demande de mise à jour apt ou une demande DNS, il faut que la réponse, elle soit acceptée, hein. Elle sera marquée comme réponse et elle sera marquée du coup comme connexion établie, mais il faut qu'on l'accepte, hein. Sinon, ça sert à rien de faire des requêtes après vers l'extérieur et puis ça nous empêche de mettre à jour, de contacter un serveur de temps, voilà, hein, parce que pour la petite anecdote, moi, j'avais un serveur qui se mettait plus à l'heure. Je ne comprenais pas et en fait, comme je fermais tout ce qui était par défaut en politique de sécurité, je ferme tout ce qui sort. D'autres laissent ouvert tout ce qui sort. Moi, je ferme tout ce qui sort et j'avais oublié d'autoriser le port 1.2.3 qui est le port NTP, le port 123. Et du coup, mon serveur faisait des requêtes auprès de serveurs de temps, mais en fait, ne pouvait pas les contacter, ne pouvait pas les joindre parce que la requête était bloquée au niveau du serveur. Voilà. Donc, j'ai quand même cherché un petit peu, j'ai perdu un peu de temps sur des bêtises comme ça, donc on se fait tous un peu avoir. Soit on se bloque soi-même, soit on a une petite erreur sur le serveur et on pense pas immédiatement au firewall. Voilà. Donc, pour les deux choses à ajouter, eh ben, en fait, la boucle locale, je rappelle, le programme qui va dialoguer en local avec sa base de données, par exemple, et la notion d'état pour les paquets. Voilà, la mise à jour, la réponse de la mise à jour ou la réponse d'un serveur NTP ou autre chose encore, hein. Et puis on aura la même chose pour l'IPv6. Voilà, tout ce que je vous avais montré, c'est IP table. Et là, on a IP6 table. Pour... Et donc, en fait, même chose. On flush. On delete les chaînes. On fait une politique de sécurité où on drop. Donc, on supprime tout. Enfin, on ignore. C'est pas un reject. Un reject, en fait, on avertirait que on rejette, que c'est interdit. Là, c'est un drop, c'est on ignore, on fait le mort. On répond rien du tout et la personne bloquée, en fait, ne saura pas si la machine est disponible, si elle ignore ou si la machine est éteinte. Enfin bon, bref. Voilà. Et après, j'ai commenté. Donc en fait, moi, je réactive même pas. Depuis un certain temps, je dis l'IPv6, là, je bloque. Voilà. Ensuite, il y aura sauvegarder les règles. Et sauvegarder les règles, il faut installer un paquet que j'ai mis au début. Alors on verra dans le script qui s'appelle iptables -persistent. Donc en fait, c'est un paquet qui va nous permettre de sauvegarder avec la commande iptables-save. Voilà. Et il va nous sauvegarder ça dans des fichiers, dans ETC, là où on a habituellement nos fichiers de configuration. Voilà. Alors après, les autres actions, on va voir ça aussi, lister les règles avec les numéros de ligne, iptables, moins, ça c'est l'alias, voilà, hein, que je vous ai montré. Suppression d'une ligne, voilà, impose le numéro, c'est pour ça qu'on est obligé de mettre moins line number pour connaître le numéro de la ligne, et puis après on peut décider de supprimer la ligne 4. Voilà, bannir une IP aussi, bon bah pareil, voilà. Donc par exemple, je reviens et je me reconnecte, voilà. Et donc, voilà, la passe-phrase de la clé, je me reconnecte au serveur, je source mon fichier, je fais un IPT, voilà. Et là, bon, on voit que en fait, j'ai
j'ai fail to ban qui s'est réactivé et qui bloque un certain nombre d'IP, hein. Donc en fait, je vous montre. C'est l'objet de la prochaine. J'ai un alias aussi, c'est FBSSH, voilà, euh, pour appeler la commande sudo fail to ban client status SSHD. Voilà, on a la même. Et là, on s'aperçoit qu'on a 82 actuellement, 82 adresses IP qui sont ban. Voilà, donc bloquées. Voilà. Ensuite, j'avais dit on peut éventuellement couper. Ouais, on va le couper. On va faire un sudo to ban, non, systemctl. Systemctl stop fail to ban. Voilà. Allez. Ouais, il m'a bloqué, moi. Ah. Et des petits blocages. Moi, je pense que c'est le fait que j'ai un cœur et que de temps en temps, voilà. Je vous avais dit, hein, c'est la machine pour la formation à 3,50 €. Après, le faire passer en 2 cœurs ou 4 cœurs, c'est pas mal. Voilà, ce petit serveur chez OVH qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Ah, j'ai une batterie faible aussi. Ouais, super. Donc, voilà, donc là c'est plus lisible. Et donc en fait, on va carrément aller dans le script. Alors le script, je vais vous le montrer. Le script, on va en parler. Du coup, on va dans bin, voilà. Et le fameux script, il est là. Et maintenant, vous allez reconnaître plein de trucs. Notamment, au départ, voilà, on installe les 2 paquets, iptable et iptable moins persistante. Voilà. Ensuite, on flush, donc on efface les règles une à une. Donc, les 4 règles là, pas. Là, vous reconnaîtrez le script que je vous ai montré, puisque en fait, là, c'est la boucle locale. Ce qui est boucle locale, on accepte. Voilà. Genre WordPress qui discute avec sa base de MySQL. Là, on est dans les réponses à nos requêtes la plupart du temps, hein, donc des connexions établies. Donc on accepte aussi. Et puis là, après, c'est la règle des multiports, des ports ajoutés. Alors on pourrait avoir une ligne par port. Par exemple, ça on s'en fout. On s'en fout, je vais faire un CTRL L, IPT, voilà. Si je voulais, par exemple, interdire un port, par exemple le port 21, en admettant, je pourrais faire un iptable. Alors sudo iptable, sudo iptable. Donc je dirais que j'insère ou j'ajoute. Insérer, ça va directement au début. Et puis ajouter, voilà. Donc ça va à la fin donc en ligne 5. Donc si je dis j'ajoute dans la table input un port, le port TCP et la destination port des ports, c'est le 21. Voilà. Et ça, la cible, je dis que je le drop. Voilà, toc. Et donc là, si je refais IPT, et ben voilà, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je drop le port 21, donc tout ce qui est FTP, quoi, en fait. Donc, vous voyez, en fait, c'est pas compliqué, il faut pas se bloquer. En plus, on tapera jamais de trucs comme ça. On l'ajoute dans son script. Et puis ensuite, on balance le script.
on s'emmerde pas. On se fera un alias pour bloquer une adresse IP. Par exemple, là j'avais fait un fichier avec des adresses IP. Je peux en prendre une et je peux dire tiens je vais faire un sudo IP table et là c'est delete -d pour delete dans la table input. Voilà. Ah ben non, là c'est pour bloquer. Donc en fait, voilà, j'allais supprimer une ligne. Donc non, pour bloquer, on insère dans la table input euh, et on va la bloquer. Vous voyez, en plus, on peut mettre un peu les options dans l'ordre ou dans le désordre. La target, c'est blocage. On insère un blocage pour la source. Voilà, commande V, toc, et direct. Voilà, si je regarde à nouveau IPT, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, en insérant ça, c'est passé en première ligne. Et en fait, c'est un drop. Voilà, donc cette adresse, elle est direct interdite quoi, pour tout ce qui se passe. Donc voilà. Si je pourrais faire un petit script, je pourrais faire un petit script IPBAN ou autre, des choses que j'ai déjà faites et qu'on verra par la suite. Mais du coup, on n'a pas vraiment besoin de fail to ban, ce que fait fail to ban comment dire, sur SSH par exemple. Fail to ban est intéressant parce que si on l'exploite pour tous les services, pour de multiples services. Mais sinon en fait, bloquer, aller récupérer dans un fichier de log toutes les IP et puis ensuite les bloquer, bon bah au final, ça se fait en 3-4 lignes, en 3-4 lignes de code. Et donc en fait, on a un script de 3-4 lignes. Donc voilà. Donc, mais on verra quand même fake to ban, c'est intéressant pour d'autres petites choses. Donc, on revient à ce qu'on avait décidé de faire. Je vais dans serveur Linux, je vais dans bin et je vous remontre. On peut du coup, vous vous souvenez de ce qu'on avait déjà tapé au début pour effacer tout et avoir la politique d'acceptation. Donc on fait sudo. Hop. Et donc là, du coup, on n'a plus aucune règle et tout est la politique par défaut, du coup, c'est accepte, on accepte, on accepte. Là, c'est quand il n'y a rien qui est activé, quoi, en fait. Et nous, le script que je vous ai montré, on l'a vu ou pas? On va le revoir après. Je fais un petit sudo. Voilà, toc, je l'exécute. Il me télécharge les paquets iptable et iptable persiste, si ils existent, et puis après, il me remet, en l'occurrence, les règles que je lui ai demandé de mettre. Donc en fait, je vous montre. Ouais, le script, on l'avait pas vu entièrement. Donc, on efface. On drop politique par défaut. Pour tout ce qui est local, on accepte. Donc, WordPress et sa base de données, voilà, ou d'autres programmes et leur base de données, par exemple. Les états, mise à jour, et pour lesquels je pense, et les requêtes auprès d'un serveur de temps, des choses comme ça. Et là, bon, pour les paquets TCP/IP, enfin TCP, pardon, les paquets qu'on va accepter. Donc pour TCP, les paquets qu'on accepte en entrée, donc 80, 443 pour les sites web, HTTP, HTTPS, et 22. Alors on va changer le 22. Si on l'a changé sur SSH, on n'oublie pas de le rechanger ici. Sinon, on ouvre le port 22 et puis au final, le port 22, il n'y a rien derrière parce que sur SSH, on a changé de port. On se bloque soi-même, quoi. Voilà. Donc on n'oublie pas. Même chose,
pour tout ce qui est UDP. Alors UDP, bon bah c'est pareil, 80, 443. Alors ça, je sais pas si HTTP, HTTPS utilise UDP. Je sais pas, j'ai pas fait la recherche. Quand on sait pas, on le met dans les deux, TCP, UDP, parce qu'il y a des ports comme par exemple DNS qui vont utiliser les deux. C'est-à-dire que DNS utilise plutôt UDP, mais quand les paquets font plus de 512, normalement, la norme voudrait que DNS utilise TCP. Voilà, puisque les paquets, il y en aura plusieurs. Et voilà. Et donc, en fait, il faut une connexion. TCP, c'est le port connecté, et UDP, c'est quand la rapidité prime sur la fiabilité. Il n'y a pas de connexion, ça balance, ça balance. Voilà. Quoi donc? Ah oui, là donc pareil, en sortie, j'accepte mon serveur de temps, en fait, hein. Donc voilà, au départ c'était NTP, Network Time Protocol. Après c'est parti sur Chrony, une mise à jour, et puis maintenant c'est plutôt Time Date CTL, un truc qui doit fonctionner avec systemctl, j'imagine. Et voilà. Et donc en fait là on a nos ports. Et pour IP table 6, et ben en fait IPv6, j'autorise rien du tout. Et après, je fais une sauvegarde. Alors là, on voit que pour les machines du type Debian, Ubuntu, la sauvegarde, hop, c'est comment dire, c'est dans ces répertoires-là. Et l'exécutable, il est rangé dans USRSBin. Et dans les distributions basées plutôt sur Red Hat, voilà, le binaire, il est rangé dans SBin. Donc USR, SBin ou SBin, c'est pareil en fait. Voilà. Il y a la commande whereis pour savoir où est son binaire en fait, hein, au final. Et puis après, ben chacun va dans le fichier ETC, hein, dans le répertoire ETC qui correspond au fichier de configuration. Mais après, voilà, les fichiers, enfin les distributions du type Red Hat, bon bah vont enregistrer ça dans etc6config. Alors que Debian ou Ubuntu, ça va plutôt, et toutes les distributions associées, dans etc iptable. Voilà. Donc on aura vu tout. On aura vu le fichier de configuration, et je rappelle que bah, on s'embête pas. En gros, on exécute le script et on a tout. Donc en fait, le but c'est juste de comprendre un petit peu la chose. Et puis, une fois qu'on a compris, on exécute un script et puis on a notre pare-feu activé, quoi. Et en fait, voilà, s'il faut modifier pour ajouter un port en entrée ou en sortie, dans input ou dans output, c'est pas sorcier, ça peut se faire, on l'ajoute ici et on repasse notre script, puisque notre script, il va à nouveau tout effacer, remettre la politique par défaut, et ensuite remettre nos règles. Voilà. Vous voyez, iptable, on va pas plus loin, c'est pas sorcier. Et on va s'arrêter là, et je vous donne rendez-vous pour Fail2ban dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt sur Tuto Palin.